Yamina. Pour commencer, tu peux nous faire une petite présentation de toi et du réseau SAT? Oui, bonjour Léa. Merci. Donc mon nom c'est Yamina Bellabassi. Je suis responsable des relations extérieures et de la communication au sein de la SAT Science. Alors la SAT, c'est une société d'accélération du transfert de technologie. On est 13 sociétés d'accélération du transfert de technologie en France. On est fédérés dans un réseau, donc le réseau des SAT, qui est présent cette année à l'édition lyonnaise, sur le salon, pardon. Donc le réseau des SAT, en fait notre mission c'est d'être au plus près des laboratoires de la recherche publique, parce que notre rôle c'est vraiment de faire le lien entre la recherche publique et le monde des entreprises. Notre mission principale, c'est de faire sortir les innovations, les inventions scientifiques pour les amener au marché. Et donc, on a un rôle d'accompagnement grâce aux expertises de nos équipes, que ce soit en matière de propriété intellectuelle, de marketing, de business développement. Donc, notre mission, c'est d'accompagner en fait les montées en TRL. C'est comme ça que c'est comme ça c'est comme ça qu'on dit en fait dans notre jargon. C'est d'accompagner la montée en maturité des technologies pour les amener au plus près des marchés, au plus près en fait des besoins des entreprises. Et ça, on le fait, on accompagne ces innovations pour les mettre à disposition des entreprises existantes ou également au travers de la création de start-up. D'ailleurs, on est accompagné cette année aussi avec 9 start-up industrielles sur le salon au sein du village start-up. Et du coup, aujourd'hui, vous nous présentez votre nouvelle édition du baromètre de l'innovation industrielle. Et on voulait savoir pourquoi vous l'avez créé. Alors, le baromètre de l'innovation industrielle, alors d'abord c'est un outil qui est nouveau. On l'a mis en place parce qu'on considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, notre rôle, en fait, c'est de faire le lien entre le monde de la recherche et le monde des entreprises. On a ce rôle d'écoute et de compréhension en fait, des besoins des entreprises pour pouvoir encore mieux répondre au travers des innovations, et donc aussi d'accompagner les équipes académiques pour que les innovations, les inventions qu'elles développent répondent au mieux des besoins des entreprises. Et donc ce baromètre, en fait, on l'a. Alors d'abord, il est relativement jeune parce qu'il a qu'une année de recul. On l'a initié à l'occasion de Global Industrie en 2022 à Villepinte. Et alors on l'a conçu donc comme un outil de positionnement des profils et des pratiques en matière d'innovation. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'imagine. Il doit nous aider aussi à anticiper, à comprendre les besoins d'innovation, les besoins de transformation des entreprises pour que les innovations qu'on accompagne collent encore au mieux des besoins des industriels. Et comment vous avez procédé ? Alors j'en profite pour remercier la collaboration avec les équipes de Global Industrie. Alors ce baromètre, d'abord, il repose sur une enquête. Donc c'est une enquête qui est diffusée en ligne. Donc là, les équipes de Global Industrie nous accompagnent parce qu'elles nous mettent à disposition l'ensemble de leur base visiteurs exposants. Donc c'est quand même 2300 exposants, 40 000 visiteurs. Et donc l'enquête, par le truchement de l'intervention de Global Industrie, est diffusée à cette population, ce qui nous permet quand même d'avoir un bon thermomètre de ce qui se passe dans les filières industrielles. Donc c'est une enquête en ligne. Cette année, l'enquête a été accessible du 30 janvier au 24 février. Et donc on est heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats de cette deuxième édition du baromètre. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quels sont les grands enseignements de cette enquête ? Alors, en termes d'enseignement, et ça va me permettre aussi peut-être un petit peu de repréciser. Alors déjà, l'édition de l'année dernière, je l'ai dit, on l'a fait à Villepinte, donc c'est aussi notre population. Cette année, à Lyon,
Et ça, c'est aussi, on s'appuie là aussi sur les chiffres de Global Industrie. Donc, déjà, le visitorat du salon n'est pas totalement le même. Donc, il y a 7% en fait, voilà, dans les statistiques qui recoupent les deux visitorats. Alors pour nous, déjà, on le voit comme un élément complémentaire, un éclairage un petit peu, voilà, on va dire territorialisé des pratiques en matière d'innovation. Et donc, en termes d'enseignement, alors, on va dire des constantes. Donc, il y a des choses qui se confirment. Et j'aurai l'occasion de détailler tout à l'heure, hein, si tu le veux. Mais en tout cas, ce qu'on constate principalement, c'est que l'innovation, ça reste la première priorité pour les entreprises. Donc, c'est vrai aujourd'hui, et ça se confirme également, en fait, pour les 3 prochaines années. En tout cas, les entreprises nous disent que, enfin, en tout cas, plus de la moitié, 54%, confirment que c'est vraiment la priorité numéro 1. Et quel a été le profil des répondants ? Alors, le profil des répondants, des choses nouvelles et des choses aussi qui se maintiennent. Alors, en termes de typologie, cette année, donc c'est 33% en fait des répondants qui sont en fait soit PDG, soit directeur général. L'année dernière, en fait, on avait une prépondérance plutôt des responsables innovation. Voilà. Donc là déjà, voilà. Donc un élément de changement. Là où ça se confirme, c'est qu'on reste toujours donc comme en 2022 sur une grande majorité de TPE, de PME, 56%. Voilà, ça reste vraiment, on va dire la cible principale. Et s'agissant des métiers, on est toujours sur des métiers autour de la conception, de la simulation. Donc là, c'est 22% des entreprises qui sont positionnées sur ces métiers. Et dans ce baromètre, il est beaucoup question d'innovation. Comment les entreprises se perçoivent-elles et aussi quelles sont leurs préoccupations dans l'innovation ? Alors, comment elles se perçoivent ? Alors là aussi, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que l'an passé, en fait, on avait constaté quand même que une majorité d'entreprises se voyaient comme moyennement innovantes. Et alors cette année, voilà, donc à notre surprise, on a vu qu'il y avait une vraie évolution. Et cette année, 40% des entreprises se perçoivent, donc ont une image d'entreprise très innovante. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour nous, pour le salon, parce que voilà, donc on constate que les entreprises, en tout cas, elles le déclarent vraiment, voilà, donc se sont appropriées peut-être plus clairement en fait, voilà, l'innovation chez elles. Et justement, dans leurs préoccupations majeures des entreprises en termes d'innovation en 2023, ça représente quoi ? Alors, les enjeux, les préoccupations, idem. Par rapport à 2022, les premiers sujets de préoccupation qui remontent, ce sont les enjeux autour de la digitalisation, l'automatisation. Ça, c'est vraiment, en fait, voilà, du coup, le premier sujet, première préoccupation des entreprises. Ensuite, l'année dernière, donc la décarbonation, voilà, était aussi un sujet. Un sujet de préoccupation. Alors cette année, on a constaté que voilà, sur le sujet de la décarbonation, il y avait un peu de recul. En revanche, et là c'est effectivement un élément qui a un petit peu bouleversé en fait le palmarès des préoccupations des entreprises, c'est vraiment le sujet des ressources humaines qui est vraiment revenu très fort au niveau du podium, puisque aujourd'hui, c'est 49% des entreprises qui nous précisent que les questions de ressources humaines, les questions de formation, les questions de recrutement sont vraiment des sujets de préoccupation dès qu'il s'agit d'innover. Et justement, que vous disent les répondants sur les freins à l'innovation ? Alors, s'agissant des freins, alors, donc c'est, sans surprise, 48%, c'est le manque de personnel. Donc voilà, du coup, ça reste plutôt cohérent. Le manque de temps, ça reste encore un sujet. C'était déjà le cas l'an passé, donc là aussi, ça se confirme. Le financement, voilà, donc ça aussi, donc pour 46% des entreprises, le sujet du financement
c'est un vrai sujet forcément. Donc en tant qu'OSAT, on le perçoit aussi. Ça reste aussi une de nos missions que d'accompagner aussi au travers de soutien en financement. Peut-être un tout petit point aussi en fait qui est intéressant et qui vient aussi peut-être conforter ce qu'on se disait sur la perception des entreprises, en fait en tout cas de leur profil d'innovation. Ce qu'on constate par rapport à l'édition précédente, c'est que l'année dernière, elles indiquaient qu'elles avaient un manque de culture sur l'innovation. Et cette année, on voit qu'effectivement, voilà, donc ce sujet du manque de culture a été est passé un peu plus loin dans les freins. Et en termes d'innovation, qu'est-ce qu'elles en attendent dans le futur ? Alors, l'innovation, c'est pour les entreprises, rien sans surprise, c'est le marché, c'est de trouver, de se développer, le développement commercial, donc des nouveaux débouchés, pardon. Donc 72% des entreprises innovent pour être plus performantes, pour trouver, pour améliorer leur chiffre d'affaires, pour se développer. Voilà, ça reste vraiment le sujet, l'élément clé dans leur motivation. 59% disent aussi que ça reste, c'est un moyen de distancer la concurrence. Donc là aussi, forcément, donc se créer aussi des barrières à l'entrée, c'est aussi un élément important. Mais aussi, un autre élément que je trouvais intéressant, parce qu'on a eu quelques éléments qualitatifs qui nous permettent aussi d'illustrer. Et donc, on a noté que 51% des entreprises innovent aussi pour valoriser leur image. Donc se voir comme une entreprise innovante, c'est aussi positif, c'est aussi un élément important pour les entreprises. Et on a même eu un verbatim qui nous disait qu'effectivement, innover, c'est pour être fier d'être les premiers. Donc ça, Et pour parler un petit peu plus des SAT, comment elles contribuent à répondre à toutes ces attentes ? Alors, ce qu'on a pu aussi faire remonter comme élément, c'est que les entreprises, quand elles innovent pas toutes seules. Donc voilà, on a coutume d'appeler ça open innovation. Donc c'est permettre à des entreprises, au travers de partenariats avec d'autres structures en externe, de pouvoir effectivement gagner en compétitivité. Alors en matière d'open innovation, cette année, ça confirme aussi la tendance 2022 et ça nous conforte, nous SAT, puisque encore cette année, en fait, ce sont les laboratoires publics qui sont les premiers partenaires d'innovation des entreprises. 43%, en fait, pour 43% des entreprises, elles innovent grâce au concours des laboratoires de la recherche publique. Donc pour nous, c'est aussi forcément très positif. Donc parce que du coup, on se considère comme étant quelque part le bras armé. On est mandaté par les établissements d'enseignement pour pouvoir accompagner encore mieux les laboratoires donc dans leur capacité à répondre aux besoins des entreprises. Et donc quand on peut lire que effectivement donc les laboratoires de la recherche publique sont clés pour les entreprises quand il s'agit d'innover, donc c'est plutôt rassurant. Autre élément qui vient aussi conforter le positionnement des sociétés d'accélération du transfert de technologie, ce qui ressort aussi de notre enquête 2023, c'est que 34% des entreprises nous disent travailler avec des startups. Et donc là aussi, donc, le réseau des SAT, par sa capacité à accompagner et à développer des startups, et a fortiori des startups industrielles. Donc c'est aussi un élément extrêmement positif pour nous. Et pour finir, pour un petit point pratique, comment on peut se procurer ce petit baromètre ? Alors, à partir d'aujourd'hui, donc le baromètre va être accessible, donc on va pouvoir effectivement y accéder. Alors le baromètre, ça ressemble à quoi ? Donc c'est un livre blanc. Voilà, donc le voilà. Et donc en fait donc le baromètre sera disponible sur le site du réseau SAT, donc www.sat.fr, et il sera accessible en téléchargement. Donc voilà. Donc
voilà, pour découvrir en fait, voilà, avec un peu plus de détails l'ensemble des points que j'ai essayé de te partager ce matin, voilà, les éléments saillants du livre blanc. Donc on n'est pas peu fiers et on remercie encore la collaboration avec les équipes de Global Industries qui encore cette année nous ont permis de cette belle fierté de sortir de ce baromètre. Eh bien, merci Yamina. Merci beaucoup. Imaginez que demain, vous puissiez localiser en temps réel votre ordre de fabrication, votre commande, vos pièces d'un atelier, et en même temps, afficher et diffuser des informations comme la priorité, la quantité sur les étiquettes électroniques. Eh bien, c'est ce que nous vous proposons. Je suis Philippe Courtois, directeur commercial de Sixscan. Nous sommes éditeurs d'une solution de géolocalisation et de pilotage des flux industriels. Après 3 ans d'existence, nous avons des références dans le milieu aéronautique, dans le secteur automobile, mais aussi dans le milieu médical, les hôpitaux et les cliniques. Ce qui nous a amené à concevoir la solution, c'est 3 choses. Le temps perdu par les industriels à rechercher une pièce, un ordre de fabrication, une commande dans l'atelier. Deuxièmement, le temps aussi passé pour mettre à jour l'étiquetage lors des aléas de fabrication, les revues, les pannes, etc. Et enfin, le temps réellement passé pour pouvoir le comparer avec le temps théorique. Sixscan est une solution de géolocalisation qui se différencie par 3 points principaux. L'utilisation d'étiquettes électroniques géolocalisées qui permettent d'avoir à la fois l'information de la position, mais aussi d'y indiquer des informations venant d'un ERP. Le coût d'infrastructure très bas grâce à son moteur de géolocalisation optimisé et le coût des composants très bas. Et enfin, une ergonomie adaptée au monde de l'atelier avec des menus adaptés et l'utilisation de terminaux d'atelier. Voici un exemple d'application chez un sous-traitant aéronautique. On utilise Sixscan pour localiser des bacs dans lesquels se trouvent des pièces composites et sur les étiquettes électroniques, on y affiche la quantité et la priorité. Et lorsqu'on le recherche, on fait clignoter l'étiquette électronique pour le retrouver plus rapidement. Je vous propose d'entrer dans le monde de l'industrie du futur. Nous sommes à votre écoute pour vous aider et répondre à vos cas d'usage sur sixscan.eu. Bienvenue sur l'heure des startups. Nous sommes avec Nicolas Tessier, le président de Talk.me. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que Talk.me ? La société Talk.me est spécialisée en transformation digitale des entreprises industrielles. Nous avons développé un produit qui s'appelle TM Factory, qui permet le suivi et le pilotage de l'atelier en temps réel. C'est un logiciel dit polymorphe qui permet de s'adapter totalement au processus de l'entreprise. Alors justement, on va s'attarder sur le polymorphe.
Qu'est-ce qu'on entend par polymorphe? Polymorphe, c'est-à-dire qu'on a 80% du code qui va être standard, mais ça n'empêche pas que chaque ligne du standard, on va pouvoir la réécrire et lui attribuer un variant, ce qui fera que l'entreprise aura un logiciel totalement sur mesure, adapté à son processus, à sa façon de travailler. Et alors on récupère des informations, notamment des machines. Tout à fait. On s'interconnecte d'un côté avec les logiciels existants, ERP ou autres. On va récupérer par exemple des ordres de fabrication, des gammes d'articles, etc. Et de l'autre côté, avec les machines, peu importe la marque, peu importe le modèle. Et au milieu, l'opérateur va pouvoir, lui, avoir la bonne information au bon moment, donc pour la bonne personne, et aussi également saisir des informations si nécessaire. L'opérateur, il fonctionne avec une tablette. Une tablette directement dans l'atelier, et pour le manager, on est plutôt soit sur téléphone, soit sur PC. Et la tablette, elle est, personnalisable, enfin l'interface en tout cas, on fait celle qu'on veut pour l'entreprise. Tout à fait, c'est ça l'intérêt avec les technologies web, c'est qu'on peut mettre le bouton où on veut, la couleur où on veut, on peut changer le workflow, les étapes, on peut tout changer à partir du moment où on a bien analysé le processus au départ. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, dans notre démarche, d'analyser le processus de l'entreprise, son savoir-faire finalement depuis des années. Dans les entreprises industrielles, c'est important. Ensuite, on va travailler sur des maquettes cliquables, ce qui permet, avec les équipes directement, de développer un logiciel qui leur appartient finalement, qui vient d'eux. Donc pour l'accompagnement au changement, c'est que du bonheur derrière. Ouais, pour un peu, on ne change pas en fait. On ne change pas vraiment, on améliore. L'idée, c'est d'apporter dans l'atelier les technologies qu'on utilise à la maison, dans le format, j'allais dire, de la maison. Tout à fait. Les opérateurs ont cette habitude, en tant qu'utilisateurs, par exemple, de Amazon, d'Uber ou autres, d'avoir des technologies à leur disposition qui sont simples d'utilisation, ergonomiques, qui ont pensé à l'utilisateur en premier. Et dans l'industrie, on a un peu ce fossé-là. J'arrive sur un vieux logiciel où je vais avoir des choses qui vont être assez difficiles à comprendre au départ. Je vais devoir être formé finalement. Alors que, par exemple, on a développé dans une entreprise industrielle de la mécanique, une entreprise qui fait du ressort, on a développé un service dit de Uber Eats de la matière. C'est-à-dire que la matière, je la demande, je fais ma commande et elle m'est livrée directement au pied de la machine, comme j'aurais pu avoir n'importe quelle livraison. Ouais, donc les opérateurs, ils n'ont pas l'impression de remonter dans le temps quand ils rentrent dans l'entreprise. Ouais. Cette solution-là, elle se destine plutôt à quelle typologie d'entreprise? Des petites, des moyennes, des grosses? Aujourd'hui, principalement, les PME ont besoin de ces logiciels-là. La transformation digitale, ça les perd un petit peu. Ils ont déjà des logiciels en place, ils ont déjà des machines en place, anciennes, récentes. Et faire le lien entre tout ça, c'est indispensable pour eux. Mais on se rend compte que finalement, les grands comptes, ça devient aussi stratégique pour eux de pouvoir intégrer des technologies qui vont mettre du lien parce qu'eux ont empilé beaucoup de machines, beaucoup de logiciels et la continuité numérique n'est pas toujours respectée. Alors la continuité numérique, vous savez de quoi vous parlez, parce qu'en fait, si on parle de l'histoire de l'entreprise, ça vient de là, c'est ce que vous faisiez avant. Alors oui, effectivement, moi j'ai créé la société TalkMe, parce que j'étais conseiller numérique à la Chambre de commerce en Normandie, et à force d'accompagner des entreprises, de leur dire il existe tel ou tel logiciel sur le marché, mais vous allez devoir vous adapter à ce logiciel-là, eh bien je me suis dit, avec les technologies que je connais, qui existent maintenant, je peux proposer autre chose, et donc proposer une autre philosophie, c'est l'outil numérique qui s'adapte à l'entreprise et non l'inverse. Ouais, c'est le principe même. On n'est pas là pour s'adapter à un logiciel, mais c'est le logiciel qui vient à nous et qui s'adapte. Vous êtes là, les industriels sont là pour travailler, pour avoir leur savoir-faire, faire de la R&D, et pas pour s'adapter à un logiciel. Alors l'opérateur, il est avec sa tablette. On comprend qu'en termes d'utilisation, c'est relativement facile, c'est simple. Mais les gains pour l'entreprise, c'est quoi ? Alors il y a plusieurs gains. Au premier niveau, on va voir les gains de temps. On a pu observer par exemple en moyenne sur un atelier d'une dizaine de personnes, on va gagner en moyenne un ETP. Un ETP qui va être gagné par rapport aux automatisations de tâches qui vont pouvoir être faites ou alors à l'information qui lui arrive plus vite et au bon moment et qu'il n'a pas besoin de courir pour aller la chercher. Mais on a d'autres gains qu'on peut observer, des gains en termes de qualité de vie au travail, c'est quand même plus sympa de travailler avec un outil qui ne nous demande pas de faire des tâches à faible valeur ajoutée. Ou alors des gains aussi au niveau de son client, on va pouvoir être plus réactif, plus rapide dans la réponse qu'on va lui apporter, voire plus précis, notamment sur la traçabilité matière. Et la solution est évolutive. On commence avec, on peut intégrer des machines, intégrer des équipements autant qu'on en veut.
Tout à fait. C'est totalement évolutif, totalement spécifique à l'entreprise. Et donc, on peut commencer là où on a le plus de gains qui auront été identifiés et ensuite faire évoluer la solution. La solution, nous, on la propose sans licence. Donc, on s'intègre dans le temps sur ce côté évolutif de la solution avec l'entreprise. La suite, c'est quoi? Pour l'instant, vous êtes PME, plutôt PME mécanicienne, je crois. Aujourd'hui, notamment dans la mécanique, effectivement, on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, notamment qui font partie du CETIM. Donc le CETIM, là-dessus, nous facilite parce qu'il nous permet d'expérimenter, nous permet aussi de vulgariser, ce qui n'est pas forcément facile auprès des entreprises mécaniciennes. Et puis, les entreprises mécaniciennes, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de cas d'usage à leur proposer. Donc ça fait que forcément, dans les entreprises mécaniciennes, on a aujourd'hui plus de références. Là, on démarre sur les PME mécaniciennes avec une solution simple à appréhender et puis surtout adaptée à l'entreprise. Tout à fait. Et puis, vous allez aller sur des entreprises d'autres secteurs et un peu plus grandes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Retour sur l'heure des startups. Nous sommes avec Gontran Boisanté de Gears. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, Gontran, qu'est-ce que c'est que Gears avec 3 E, hein? Oui, c'est important avec 3 E. Alors Gears, c'est une start-up pour répondre au paradoxe de la procédure. Alors c'est quoi le paradoxe de la procédure, vous allez me demander? En fait, c'est très simple. Les procédures, on va être d'accord, tout le monde déteste ça. J'ose pas dire le mot. D'accord. Mais en même temps, voilà, c'est de la paperasse, c'est de la contrainte, c'est de la rigidité. Mais en même temps, c'est indispensable. On le constate à partir de 10 salariés, 20, et ensuite à 50 salariés et plus, on a besoin de mettre en place des procédures. Il y a des enjeux de productivité, de qualité, de maintien du savoir-faire, etc. Donc c'est ça ce paradoxe. Et nous, à Gears, on essaie de résoudre ce paradoxe en rendant les procédures agréables à réaliser. Voilà ce qu'on fait. Oui, les procédures, alors on ne va pas remonter à Zola, mais on a plus une idée de classeurs, de fichiers plus ou moins, des PDF, des Word avec illustrés de façon plus ou moins claire et de plus ou moins accessible pour les gens. Oui. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui est archi simple finalement. Oui, c'est ça. C'est vraiment notre maître mot, la simplicité, pour que tout le monde puisse modéliser les procédures facilement, sans avoir besoin de faire appel à un expert, parce que c'est les équipes métiers qui possèdent le savoir-faire, qui connaissent leurs propres procédures. Donc autant les laisser faire, les laisser modéliser les procédures eux-mêmes. Et ce qui est très important dans un deuxième temps, c'est qu'une procédure, ça n'apporte de la valeur que quand c'est exécuté en vrai. Parce que dans un classeur, dans un drive quelque part dans le cloud, ça ne sert à rien. Il faut que les gens l'utilisent en vrai pour apporter de la valeur. Ouais. Et donc c'est là où on intervient. Ouais. Alors déjà d'emblée, on est en mode no-code, hein, c'est-à-dire que pour créer des procédures, c'est extrêmement simple. Effectivement, c'est vraiment fondamental. Parce que ce n'est pas les personnes à l'extérieur qui vont dire aux gens du métier comment faire les choses. Ils connaissent mieux que tout le monde. Donc c'est vraiment du no-code, c'est vraiment important. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin d'un spécialiste du code pour créer mes procédures. Pas du tout. Je l'ai fait finalement de façon très simple, procédure, créant étape par étape. Quelques minutes, voilà. Et donc l'intérêt derrière, effectivement, vous parliez d'exécution. Oui. Une procédure, sa vie. Et donc, exactement. Votre solution permet de suivre la vie des procédures, exactement. De savoir où on en est et de savoir si c'est utile, pas utile, si les étapes sont bien construites ou pas. Au quotidien. Donc au quotidien, on va déclencher des procédures, les utiliser, et les personnes vont être informées des actions à faire, des modes opératoires à suivre, et on va suivre en temps réel, et c'est ça vraiment qui est nouveau et innovant, en temps réel, l'avancement des procédures. Et si on a besoin de modifier une procédure parce qu'il y a une nouvelle étape, une étape inutile ou bien une étape qu'on avait oubliée, on la rajoute dans le workflow. On met une nouvelle version du workflow et on fait de l'amélioration continue. On essaie de pousser ça grâce à notre interface, améliorer continuellement nos procédures. Donc on sort vraiment du papier, c'est l'avantage du digital, hein, clairement. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, un Gears avec 3 E. Avec 3 E. Pourquoi Gears ? Ah, pourquoi Gears ?
Alors Gears, phonétiquement, ça veut dire engrenage en anglais, on est d'accord. Donc ça permet de faire avancer les choses dans l'entreprise. Et pourquoi 3 E? Parce que nous sommes 3 fondateurs à la base. Et donc symboliquement, on s'est dit que voilà, un E par personne, tout simplement. Ben, je vous le disais, justement, la fondation de l'entreprise, elle vient d'où en fait? Enfin, l'histoire de cette entreprise, elle vient d'où? Ça a commencé un peu bêtement. Voilà, on était 3, on discutait et on partageait notre expérience, nos expériences professionnelles respectives. Et on est tombé sur ce paradoxe que je vous disais au tout début. Tous les 3 dans 3 domaines différents. J'étais dans l'industrie, vraiment des usines, dans le nucléaire, dans les opérations. Ils étaient dans la technologie, dans le cloud, etc. Mais on avait le même point commun, le même problème à résoudre. Et donc, on a mis en commun nos compétences, nos histoires, notre motivation pour créer ce produit. Pas tout seul, on a eu du soutien derrière avec des développeurs géniaux et des partenaires qui nous ont accompagnés. Et maintenant, on a mis ça en place. On l'a distribué localement dans notre Béarn, dans le sud-ouest. Et voilà, c'est génial. Typiquement, la cible de votre solution, c'est quoi? C'est des grandes entreprises, des petites? Alors, c'est plutôt des PME et des ETI, quel que soit leur secteur. Au début, on pensait que ce serait plutôt industriel, mais au final, non. Même dans les services, il y a besoin de procédures pour la productivité, de la qualité. Donc, on a vraiment tous les secteurs représentés. Et plutôt PME, ETI, parce que les grands groupes ont en général développé des outils en interne comme ça. Et nous, notre volonté, c'est de démocratiser cet accès à des procédures simples et fluides pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille. Alors, vous le disiez, vous êtes dans le sud-ouest. Oui. Et vous remontez finalement là. Alors là, oui, effectivement. Alors, l'année dernière, on était vraiment resté dans le sud-ouest. On a déployé notre solution localement. Donc déjà, oui, je voudrais remercier les clients locaux qui nous ont fait confiance au début. Et maintenant, notre ambition pour cette année, c'est évidemment de passer à l'échelle nationale, d'où notre présence à Lyon aujourd'hui. Allez, un outil pour simplifier les procédures et puis les faire évoluer, surtout les suivre et les faire évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure des startups sur Global Industrie 2023 et nous sommes avec Philippe Boulanger de Inoteo. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Inoteo, je vois que vous avez un appareil à côté de vous. Inoteo, c'est quoi avant toute chose? Alors Inoteo, pour commencer, effectivement, c'est une entreprise innovante. On existe depuis 10 ans. On est dans l'innovation depuis 5 ans avec l'arrivée de ce bijou technologique qui est le casque HoloLens de Microsoft. Donc, qui est arrivé en Europe, en France, en Europe à peu près en 2017-2018. Avant cette période-là, on faisait des développements classiques d'applications et depuis l'arrivée d'HoloLens sur le marché français et dans l'industrie, on a travaillé sur ces sujets avec quelques industriels comme Unilever, Poquelin, Saint-Gobain pour imaginer les cas d'usage qui pouvaient être joués avec ce casque-là. Alors, le cas d'usage, c'est la formation. Alors, le cas d'usage, c'est la formation. Juste un rappel sur ce qu'est la réalité mixte, parce qu'on parle de réalité mixte. C'est donc des lunettes, en fait. Ce ne sont pas un casque virtuel. On voit son environnement, mais on rajoute dans le champ de vision, on va rajouter des éléments visuels pour guider un opérateur dans des tâches. Alors, ça peut s'appliquer à la maintenance, ça peut s'appliquer à la formation, au picking, à la préparation de commandes. Et on a identifié, nous, la formation comme étant un enjeu crucial pour l'industrie. Et on a donc travaillé beaucoup pour pouvoir sortir une suite logicielle sur ce casque HoloLens pour les industriels. Alors on le disait, l'intérêt d'avoir un casque comme ça, c'est donc d'afficher des choses en plus dans le champ visuel, des informations importantes, notamment pour la formation. Le plus de votre solution, c'est que vous êtes autonome. Alors,
Effectivement, le casque, lui, est autonome. Le casque n'a pas besoin de réseau pour fonctionner. Ce qui est très important, puisque dans l'industrie, vous n'avez pas toujours du réseau ou le réseau ne sera pas accessible. Il y a des entreprises pour lesquelles on n'a pas du tout le droit d'avoir du réseau dans les ateliers. Donc, étant donné qu'on a une solution matérielle sans réseau, il fallait trouver une solution logicielle qui tourne aussi sans réseau. Ça n'existait pas et on a donc créé notre suite logicielle qui répondait à 4 critères principaux pour que ça fonctionne. C'est premièrement, effectivement, entièrement autonome, que ça marche partout, que vous soyez au milieu des champs, et on équipe aussi l'agriculture sur ces sujets-là, où il n'y a pas de réseau, donc ils peuvent travailler quand même avec le casque. Il fallait, deuxièmement, une application très très simple à utiliser, pour que les opérateurs qui utilisent cette technologie très innovante ne soient pas trop perturbés par ça. Donc on a mis un effort particulier sur la simplicité d'utilisation. Troisième sujet important, c'était aussi la conception, pouvoir concevoir des modules de formation d'une façon très rapide et fluide. Ce qu'on a fait aussi, j'y reviendrai peut-être juste après. Et dernier atout pour nous aussi, c'est de dire qu'il fallait des outils abordables financièrement, non seulement pour les grands groupes qui ont, eux, des structures d'innovation et qui ont des budgets souvent alloués à ça, mais aussi pour tout le tissu de PME, ETI, en France, qui doivent pouvoir s'équiper de ces technologies. Donc on a aussi fait un pricing adapté à tout ça pour faire en sorte que la solution, aujourd'hui, est leader sur le marché français pour la formation. Et on a été donc élu PME de l'année au trophée RMC en 2022 grâce à cette évolution technologique. Votre cible, là, votre cible, c'est plutôt des grandes entreprises, des petites, celles qui ont beaucoup de besoins de formation et de formation rapide? Alors, notre cible, c'est tout le monde, en fait, toutes les entreprises, évidemment. Il s'avère qu'effectivement, nous sommes sur une technologie de rupture. Technologie de rupture, elle est plus facilement abordable par les grandes entreprises qui ont des structures d'innovation dédiées à ça. Donc qui vont avoir effectivement des gens qui vont travailler sur l'innovation. Donc c'est plus facile effectivement pour eux de débuter, c'est eux qui poussent le marché. On travaille aujourd'hui avec des entreprises comme Poquelin, Saint-Gobain, Safran, Framatome, EDF. C'est des grandes entreprises qui poussent le marché. Mais bien entendu, la cible, c'est toutes les entreprises, alors industrielles ou même hors de l'industrie. À partir du moment où on a des gens à former, et là pour le coup, c'est toutes les entreprises ont du recrutement, des gens formés ou un savoir-faire à transmettre. Donc on s'adresse effectivement à toutes les entreprises, mais sachant bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est plutôt le marché des grandes structures qui pousse vers ces technologies innovantes. Ouais, ça peut faire un peu peur aux plus petites. On parlait tout à l'heure de créer, pour créer les choses, on s'imaginait qu'il fallait programmer, etc. Vous, maintenant, en fait, votre dernière étape, c'est l'enregistrement. Voilà, alors effectivement, il faut démystifier tout ça pour pouvoir créer du contenu. Nous, on fournit les outils, on fournit la suite logicielle qui va vous permettre de former les personnes chez vous. Mais le contenu, c'est-à-dire le contenu, par exemple, créer un programme de formation pour un changement de format, c'est l'entreprise qui va le créer. Alors pour le créer, on donne les outils, ce qu'on appelle no-code, très rapide, et on a une solution aujourd'hui qui permet de créer automatiquement du contenu à partir d'une personne qui a le savoir. Un expert va s'enregistrer, ça va créer du contenu qui va pouvoir être joué ensuite par l'apprenant. Donc finalement, on a un outil qui est extrêmement facile à utiliser, mais maintenant on a un outil qui est aussi facile à programmer, entre guillemets, puisqu'on peut créer du contenu très rapidement. Voilà, c'est pas de la programmation, c'est effectivement de la création de contenu. C'est très rapide. On le démontre tous les jours, depuis 2 jours, là, sur le salon Global Industry, avec les clients, les gens qui viennent nous voir. Voilà, un outil de formation en réalité mixte et pas en réalité virtuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Imaginez que vos consommations énergétiques ne soient plus une surprise en fin de mois, mais que vous puissiez planifier très précisément votre budget. Une meilleure maîtrise sur vos consommations énergétiques futures dans les usines, voilà ce que nous proposons chez iCast. Je m'appelle Vignan Robert et je suis le CEO de iCast. Nous sommes 2 fondateurs et avons créé iCast l'année dernière à Paris. Nous développons une plateforme digitale qui permet d'analyser et de prévoir de manière très précise les consommations énergétiques dans les usines. Notre déclic, c'est quand on a réalisé que les acteurs du marché de l'énergie, comme par exemple les industriels, les fournisseurs ou les distributeurs, n'avaient que très peu de visibilité sur les consommations futures en énergie des usines. Pourtant, les données nécessaires pour faire de bonnes prévisions de consommation, elles sont présentes au cœur des usines. C'est par exemple le planning de production ou de maintenance. La solution que nous proposons est d'automatiser les prévisions de consommation énergétique dans les usines. Concrètement, nous collectons les données internes de l'usine et vous mettons à disposition des modèles prédictifs sur mesure grâce à notre expertise en intelligence artificielle. Nous proposons 3 axes de différenciation.
Le premier est notre approche simple et peu intrusive, car reposant sur les données internes déjà collectées dans vos usines. Cela permet également un coût d'installation plus faible dans vos usines. Enfin, la possibilité, si vous le souhaitez, d'intégrer d'autres sources de données pour améliorer au fur et à mesure vos prévisions de consommation. Aujourd'hui, nous automatisons déjà les prévisions de consommation de nos premiers clients à différents horizons, le jour, la semaine, le mois. Grâce à notre solution, nos clients bénéficient de prévisions très fiables et mises à jour automatiquement et de gains significatifs en temps et en argent. Si vous cherchez une manière simple, rapide et précise de prévoir vos consommations, que ce soit pour des besoins ponctuels ou plus réguliers, n'hésitez pas à visiter notre site iCast.co. Oui, bonjour. Alors, ravi d'accueillir pour cette intervention François Blouvac de la Banque des Territoires, Sonia Artignan-Frénoux de Find et Louis Delhilaire de la start-up industrielle CoreWave. On va parler aujourd'hui du financement de l'hébergement des start-up industrielles et plus globalement de l'industrie. Donc, je vais d'abord passer la parole à François Blouvac de la Banque des Territoires qui veut nous expliquer comment la Banque des Territoires peut aider à accompagner l'hébergement des start-up industrielles, comment elle peut financer à la fois les bâtiments, mais aussi les équipements, très importants, et tous les services qu'il y a autour. François ? Veuillez nous excuser de ce contretemps, il y a un petit souci de micro. On reprend. Donc, je cède la parole à François Blouvac de la Banque des Territoires. Oui, bonjour. Oui, j'indiquais qu'on est confronté à un problème qui est finalement une bonne nouvelle. C'est le regain d'intérêt pour l'activité industrielle en France. Et donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir concilier besoin de réponses en termes de foncier, en termes d'immobilier industriel et l'exigence à laquelle l'industrie ne peut pas se dérober, qui est de mesurer, de limiter son impact environnemental. Il y a aujourd'hui des objectifs pour consommer et artificialiser moins de sol. Il faut que l'industrie s'y conforme et donc il faut pouvoir développer des outils. C'est ce que nous essayons de faire en travaillant en particulier avec un outil de data visualisation sur le foncier, mais aussi en finançant, en apportant des solutions de financement. C'est la mission de la Banque des Territoires. Et donc nous accompagnons en amont les collectivités territoriales à maîtriser le foncier, à l'aménager, et également les industriels à financer leur immobilier industriel. Mais aujourd'hui, on ne peut pas simplement offrir des réponses en termes de mètres carrés. Il faut pouvoir valoriser tout un écosystème autour des enjeux de compétences, autour des enjeux d'utilité. Il faut pouvoir trouver des solutions liées aux ressources, à l'énergie, à la gestion des déchets, des solutions de mobilité. Et la Banque des Territoires est l'institution qui peut financer ces dépenses-là en investissant aux côtés des industriels, aux côtés des collectivités territoriales pour pouvoir développer l'industrie.
Ok, et particulièrement, quid de l'éco-conception des bâtiments, de la circularité, etc. Est-ce que vous intégrez ces éléments dans votre offre d'accompagnement? Pour nous, ce sont des éléments très importants au sein du collectif Startup Industriel. Il y aura de nouvelles usines que si elles sont circulaires, éco-conçues, vertes, etc. Bien sûr, je le disais, l'équation qu'il faut résoudre, c'est développer l'industrie en maîtrisant son impact environnemental. Donc on est bien évidemment très attentif et les projets dans lesquels nous investissons sont tous soumis à des très hauts niveaux d'exigence environnementale et c'est la condition sine qua non pour qu'on investisse dans ces projets. Ok, merci. Sonia, un exemple de comment un porteur foncier s'est saisi du sujet des startups industrielles pour les héberger dans un cadre plus global d'un projet et comment a été financé ou comment va être financé ce projet. Projet FAN qui est la création d'un lieu et d'un écosystème dédié à la lutte contre le dérèglement climatique et dédié aussi à l'industrie. Puisque quand on parle climat, on parle industrie. Donc ce lieu, c'est dans un immeuble de 50 000 m² à Nanterre Université, donc en petite couronne parisienne. Et dans cet immeuble de 50 000 m², cette société immobilière a décidé de dédier 10 000 m² à la création de cet écosystème et à faire de ce lieu un tiers-lieu pour accompagner les porteurs de projets qui sont des porteurs de projets industriels. Alors le financement, il se fait effectivement sur les fonds propres de la société immobilière qui investit environ entre 6 et 7 millions sur 2 ans pour adapter les 10 000 m², créer des ateliers industriels, financer des équipements dans un Fab Lab, financer une partie d'une micro-usine, faire du coworking, d'événementiel, etc. Et nous avons la chance d'avoir aussi été et d'être lauréat d'un appel à projet Grand Lieu d'innovation, qui est un appel à projet financé par la région et par l'État. La BPI est opérateur et nous allons recevoir une aide de 2 millions qui représente 50% des dépenses éligibles et cette aide est constituée de 50% d'avances remboursables et de 50% de subventions. Ok. Merci Sonia. Et juste pour mémoire, le lieu que vous développez à Nanterre est inspiré d'un modèle. Tout à fait. Alors, plusieurs choses, évidemment. Nous avons travaillé avec le collectif des startups industrielles et donc nous créons un modèle repère de l'industrie qui a été développé par le collectif et qui répond vraiment aux besoins des startups industrielles. Première chose. Deuxièmement, le lieu ouvre en mars 2024. Donc, on a toute une phase où il faut rénover le bâtiment et construire l'infrastructure pour qu'elle soit adaptée aux besoins des startups industrielles. Ok, peut-être que la Banque des Territoires pourra participer, mais ça sera un autre sujet. Louis, peux-tu nous donner ton témoignage du parcours résidentiel de CoreWave, qui est une start-up qui est maintenant en stade 3, donc un stade d'industrialisation. Donc, quelles ont été les différentes étapes de développement et surtout, comment tu es allé chercher, quel type de financement et comment tu es allé chercher ce financement pour ces différentes étapes? Oui, donc CoreWave développe et fabrique des pompes cardiaques de nouvelle génération. Donc c'est un petit peu l'Himalaya de la medtech. Donc pour gravir ce défi, eh bien, on a des équipes de très haut niveau, à la fois des ingénieurs de talent, des techniciens très pointus et des talents internationaux qui sont rapatriés en France, en particulier anglo-saxons. Et donc la problématique, effectivement, c'est de pouvoir attirer ces talents dans notre société. On a de genèse, c'est passé au centre de Paris, dans différents incubateurs publics et pépinières. Et puis quand il a fallu passer la phase industrielle, ça a été compliqué de trouver les bons locaux, puisqu'il y a de moins en moins de foncier industriel en ville, même si peut-être les choses commencent à changer. Et donc la problématique de financement était principalement la problématique de financement de la société, c'est-à-dire d'aller chercher suffisamment de fonds propres. On a la chance en France d'avoir BPI France, en Europe d'avoir EIC Fund, qui sont des financements qui sont extraordinaires pour financer des sociétés comme la nôtre. Et puis on fait aussi appel au Crédit Bail pour financer notre outil industriel, mais aussi Prêt Nouvelle Industrie de BPI France. Donc vraiment les pouvoirs publics sont très présents et c'est fantastique. Je dirais que vraiment la principale difficulté, ça a été d'identifier un site industriel qui soit accessible en transport en commun, qui soit attractif pour nos talents. On a dû passer au peigne fin à peu près 200 sites. Il n'y avait qu'une seule perle rare en petite couronne parisienne.
On a trouvé notre bonheur, donc quelque chose qui est accessible en transport en commun, qui est vraiment un bâtiment magnifique avec de belles terrasses, avec une vue imprenable sur la région parisienne, et qui est important pour vraiment qu'il y ait du bien-être pour nos salariés, qui a un très beau cadre. Et donc effectivement, je pense que ce modèle où on est dans un bâtiment multilocatif, multilocataire, donc on peut s'étendre puisqu'on va pouvoir prendre de la surface supplémentaire au fur et à mesure, et un modèle qui serait à dupliquer, un petit peu à l'image de ce qui se passe, ce qu'évoquait Sonia sur des immeubles de bureaux qui peuvent être reconvertis en espace pour l'industrie, et pas forcément des startups industrielles, toute industrie. Et je pense que 80% des Français vivent en ville, pas qu'à Paris, mais vraiment en ville, dans petites, moyennes et grandes, et que si on veut réindustrialiser, il va falloir emmener tout le monde, et il va falloir plus de belle industrie, d'une industrie attractive en ville. Et alors, pour revenir à la question du financement, quel a été le guichet d'entrée de CoreWave pour aller chercher des financements? Est-ce que ça a été la collectivité locale? Est-ce que ça a été directement la région, parce que la collectivité locale et la région normalement s'associent pour accompagner et pour financer le développement du foncier. Donc quel a été le guichet d'entrée? Est-ce que la Banque des Territoires est intervenue, soit sur le bâtiment, soit sur les services annexes? Alors, merci de le préciser, la région Île-de-France nous a aidés. On a une subvention PME Relance Industrie. Néanmoins, j'ai l'impression, et je pense que les choses vont changer, que les acteurs publics sont démunis face aux problématiques du foncier en ville, qui est à mon avis vraiment une grande problématique de cette phase de réindustrialisation qu'on va connaître. Et les guichets qu'on a sollicités, outre donc la région Île-de-France, qui ne pouvait pas faire grand-chose de plus sur le foncier que cette subvention, ça a été BPI France qui nous a aidés essentiellement sur le volet industriel et fonds propres ou quasi-fonds propres. Et effectivement, quand on parle de territoire d'industrie ou d'autres sujets, la ville est parfois pas dans le scope, pas dans le périmètre, et je pense que ces choses vont changer pour le mieux, puisque, encore une fois, si on veut réindustrialiser, il faut aller au plus près des endroits où veulent vivre les Français, où ils sont, et répondre à leur inspiration, qui est d'avoir un travail qui a du sens, ce que peut vraiment apporter l'industrie. Oui, alors je repasse la parole à François. Je pense que là, on touche un point important, c'est-à-dire que les collectivités, les écosystèmes locaux sont encore assez loin de connaître précisément les besoins des industriels et encore plus des startups industrielles, et que là, il y a un vrai sujet d'accompagnement et en particulier d'ingénierie pour accompagner ces collectivités locales. Oui, tout à fait. L'industrie s'est historiquement développée de façon très opportuniste et la pression sur le foncier n'existait pas, et donc on pouvait trouver des solutions sans grande difficulté. Aujourd'hui, on a cette exigence vraiment absolument primordiale qui est de cesser l'artificialisation sans cesse. Et donc, il faut passer par une connaissance fine qui n'est pas aujourd'hui agrégée. C'est-à-dire que, évidemment, une commune a un cadastre, c'est quels sont les terrains à cette échelle-là. En revanche, lorsqu'on veut répondre à une demande formulée par un acteur économique, par une entreprise, eh bien, on doit l'envoyer taper à la porte pratiquement de chaque commune pour trouver une solution. Ce qui est une perte de temps et d'efficacité qui est absolument redoutable. Donc, nous avons proposé à l'État, qui nous en a confié le mandat, de réaliser un outil de data visualisation qui va permettre de recenser tout le foncier d'activité et qui permettra donc, l'usage sera double, à la fois aux acteurs économiques, quand ils posent une question, je veux tant de mètres carrés avec telle et telle prescription parce que ça correspond à mon projet, être à telle distance d'une station de transport en commun, avoir accès à de la compétence, avoir un écosystème favorable à son activité. On pourra, grâce à cet outil, lui dire « vous pouvez vous implanter ici ou là ». Et puis, de l'autre côté, du côté des aménageurs, du côté des propriétaires du foncier, que sont souvent les collectivités locales, ça leur permettra de construire des stratégies de développement et d'utilement dire « là, je me développe, là, je renature, là, je sanctuarise ». Et donc, de pouvoir à la fois tenir l'impératif de ne plus artificialiser et la solution qui permette le développement industriel. Et là, je pense qu'il y a un sujet clé, c'est la question des friches industrielles et comment on peut utiliser ces friches industrielles qui ont un lourd passé
mais qui ont un passé effectivement avec des cultures aussi autour, des écosystèmes locaux qui existent, et comment réutiliser ces friches industrielles pour les remettre au service de nouvelles activités industrielles. C'est une des solutions qu'on prône effectivement au collectif Start-up Industriel, avec notre modèle lieu repère de l'industrie qui pourrait très bien s'insérer dans des friches industrielles existantes sur l'ensemble du territoire. Je pense que là-dessus, la Banque des Territoires est assez alignée. Exactement. Alors, avec d'autres opérateurs, on intervient là-dessus puisque ça devient un sujet beaucoup plus valorisé. Une friche, sa difficulté, c'est souvent qu'elle elle nécessite de la dépollution. Ça veut dire que le coût du foncier est beaucoup plus élevé. Mais quand on est dans une logique de raréfaction, on voit bien que le modèle économique change. Et donc, il y a une actualité à traiter ces sujets, à la fois pour leur finalité propre, mais aussi parce que économiquement, ça devient intéressant de s'adresser à ça. Mais il y a d'autres solutions. On accompagne des entreprises qui font du compactage, c'est-à-dire qui réduisent leur emprise au sol pour pouvoir se développer et retrouver des marges de manœuvre. On accompagne des entreprises dans la gestion des parkings qui ont été construits pour que leurs salariés puissent venir en proposant des alternatives en termes de déplacement en transport en commun ou avec d'autres types de solutions. Bref, cette nouvelle contrainte, ces nouvelles exigences, ça vient solliciter la créativité, et il y a des solutions pour avancer et pour pouvoir tenir les deux bouts de cette équation un peu compliquée, sobriété et développement. D'ailleurs, je pense que Sonia, on ne parle pas vraiment de friche industrielle pour le site de Nanterre, mais c'était quand même un immeuble à l'abandon. Oui, tout à fait. Alors, à l'abandon, non. Pardon. C'est un immeuble en fait qui a une longue histoire et qui au départ était un immeuble à usage quasi industriel, puisque c'était des laboratoires de R&D d'un grand groupe industriel, et du coup il y avait toute une partie vraiment dans lequel on retrouve toutes les caractéristiques d'un site industriel. La résistance au sol, la hauteur sous plafond, du béton, voilà. Donc ça facilite aussi la transformation pour pouvoir faire des ateliers industriels. Après, cet immeuble, il a eu une vie comme un immeuble de bureau, et il a été frappé par tout ce que les immeubles de bureaux subissent en Île-de-France. C'est des 50% de vacances. Et donc du coup, aujourd'hui, les opérateurs immobiliers sont en train de se poser beaucoup de questions pour donner une nouvelle vie à ces immeubles. Et là, on peut avoir une belle opportunité pour l'industrie, justement. Ok, merci pour vos témoignages. Et je pense qu'effectivement, il y a un gros sujet maintenant, c'est comment accompagner de nouvelles activités industrielles sur des locaux existants, voire à construire, mais on va privilégier quand même le zéro artificialisation, soit dans les villes, soit aussi dans l'ensemble des territoires. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Imaginez que demain, vous puissiez mesurer, animer et améliorer votre performance industrielle en mettant vos équipes au cœur de la dynamique de progrès. Eh bien, c'est ce que je vous propose avec notre logiciel Watsi. Je suis Isabelle Duret. Depuis 2018, je suis directrice générale et associée chez Atypique Solutions. C'est un éditeur de logiciels spécialisé dans le pilotage collaboratif de la performance. Nous sommes une start-up à taille humaine basée en Auvergne-Rhône-Alpes avec 8 personnes, et nous rayonnons au travers d'un réseau de partenaires consultants en excellence opérationnelle. J'ai eu le déclic, j'étais encore directrice d'usine. On avait des données papier, beaucoup de recopies, une foultitude d'indicateurs, pléthore de fichiers d'action, mais peu de ressources. Et le besoin de mettre de la dynamique de progrès sur le terrain en toute transparence avec les équipes. Il fallait qu'on puisse prioriser les sujets d'amélioration, tout domaine confondu, et apporter de la rigueur dans le traitement des actions. Ce que nous proposons, c'est une solution simple, intuitive, collaborative et transparente. Watsi permet de valoriser en euros les pertes de performance, et on peut associer à un problème initial l'ensemble des conséquences tout au long d'un flux de production. La valorisation en euros rend factuel et facilite la hiérarchisation des sujets à traiter et accélère la prise de décision avec les équipes. Et les équipes sont à la manœuvre puisqu'ils pilotent leurs actions et leurs projets directement dans l'outil. Watsi est conçu pour le terrain avant tout, avec la volonté de répondre à un vrai besoin. Et ça donne du sens à la démarche de progrès, ça permet de fédérer et de faire grandir les équipes. La mise en œuvre de Watsi passe par l'intervention d'un partenaire consultant en excellence opérationnelle, parce que plus qu'un outil numérique, Watsi est un outil de management.
Nous avons pu déployer dernièrement notre application dans l'agroalimentaire chez Lunor. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit d'améliorer très fortement leur compétitivité. En seulement 2 mois d'utilisation, ils ont déjà identifié des gisements et lancé des projets pour gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. L'accompagnement par Valois Conseil leur a permis de structurer la démarche et d'en faire un vrai projet d'entreprise. Depuis le début de notre aventure, nous avons l'ambition de participer à la transformation de l'industrie en rendant nos usines sobres, humaines et digitales. Alors si vous partagez cette vision et si vous vous engagez dans cette transformation, contactez-nous et parlons-en.